Nous marchâmes jusqu'à leur voiture. Les deux porte-flingues me coincèrent entre eux à l'arrière, tandis que Johnny Temple s'installait au volant, pour aussitôt démarrer. « Ça ressemble à un mauvais rêve, » dis-je. « Ce n'est pas un rêve, » me corrigea Johnny Temple. « Et où ça va se passer ?»« Griffith's Park, Belaine. En quelque sorte, nous partons en pique-nique. Vous savez, un de ces déjeuners sur l'herbe à l'écart des grands chemins, loin des regards indiscrets, intimité garantie. » Comment, en pareilles circonstances, des crapules telles que vous peuvent être aussi décontractées ? Logique, on a été programmé pour. Depuis notre naissance, gloussa l'un des porte-flingues. Durant le reste du trajet, j'essayais de m'habituer à l'imminence de ma mort, mais sans pouvoir m'empêcher de penser qu'il n'en ferait peut-être rien. Qu'au dernier moment, ils me diraient que tout ça n'avait été qu'une mise en scène, qu'ils avaient juste voulu me donner une leçon, un truc de ce genre, quoi. À l'une des entrées de Griffith Park, Johnny Temple freina puis se gara. « Nous y voici. Vous deux, sortez-le de là, on va se dégourdir les jambes. » L'un des porte-flingues me poussa hors de la voiture où son frère jumeau me récupéra. Ensuite, chacun d'eux me prit par un bras, avec Johnny, de nouveau, en arrière-garde. On se retrouva sur une allée cavalière qu'aucun cheval n'avait dû fouler depuis une éternité. Le sol n'était que broussailles et branches mortes, et le soleil ne parvenait pas à percer la cime des arbres. « Écoutez-moi, vous tous !» m'écriai-je. « Ça suffit. Dites-moi que tout ceci n'est qu'une farce, et que pour l'oublier, on va aller s'en jeter un. »« C'est pas une farce, Belaine. Tout a une fin, et la vôtre est arrivée, » dit Johnny. « Pour $600 ? Mais c'est grotesque. Ou alors c'est que la planète tout entière part en couille. »« Le profit, Belaine, le profit. Enfin, je vous l'ai déjà expliqué. Allons marcher. » On s'enfonça un peu plus sous les arbres. « Ici, ce sera parfait, » dit tout à coup Johnny. « Tournez-vous, Belaine. » Je me retournai et vis l'automatique dans la main de Johnny, qui me tira dessus 4 fois de suite, et chaque fois dans le ventre. Je m'écroulai face contre terre, mais en roulant sur moi-même, je me remis non sans mal sur le dos. « Merci infiniment, Temple, » me forçai-je à articuler. Ils étaient déjà à des années-lumière. Tout se brouilla, mes yeux se fermèrent. Pendant combien de temps, je l'ignore. Mais lorsque je les rouvris, je sus immédiatement qu'il n'y aurait pas cette fois de rejouable. J'avais perdu trop de sang. Soudain, il me sembla entendre de la musique. Une musique que je n'avais jamais entendue auparavant. Comme le prélude à quelque chose d'extraordinaire, qui lentement se concrétisa devant moi. C'était rouge, très rouge, mais d'un rouge dont, comme pour la musique, je n'avais jamais soupçonné l'existence. Ce rouge-là, c'était le moineau écarlate. Démesuré, éblouissant, sublime. Jamais, au grand jamais, je n'avais vu de moineau aussi énorme, aussi vrai, aussi magnifique. Il se tenait à portée de ma main, et derrière lui se dressait la grande faucheuse. Jamais elle aussi ne m'avait paru aussi séduisante. « Belaine, » murmura-t-elle, « vous avez été salement piégée. »« La vie me quitte, ma reine. Alors, je vous en prie, faites court. » Votre ami John Barton est un être fort sensible. Il avait deviné que le moineau écarlate existait, qu'il était réel, ici et maintenant, et que vous finiriez par le découvrir. Vous y êtes arrivé. La plupart des autres, Deja Fontaine, Sanderson, Johnny Temple, ne sont que des petites pointures, même s'ils vous ont abusé et vidé de votre sang. Puisqu'avec Musso, vous êtes le dernier témoin du vieux Hollywood, le seul, l'authentique, ces minus ont cru que vous étiez immensément riche. Je grimaçai un sourire. Et pour ce qui concerne la poupée gonflable, un coup du postier. Il a appris par le candidaton que vous étiez sur la piste du moineau écarlate, et il a voulu vous rendre la monnaie de la pièce. Il lui a suffi de bidouiller votre serrure pour s'amuser à vos dépens. Et maintenant, ma reine, quelle est la suite du programme ?
je vais vous laisser avec le moineau écarlate. Vous êtes entre de bonnes mains. Adieu, Belaine. Ce fut follement excitant. Elle s'évapora et je restai seul en compagnie de cet immense et bouleversant oiseau. Je me raconte une histoire, pensai-je. Ça n'a rien à voir avec toute cette littérature sur la mort. Ce qui m'arrive dépasse l'entendement. Le moineau ouvrit alors lentement son bec et se présenta à mes yeux incrédules non une gorge d'oiseau, mais une sorte de fosse abyssale, au fond de laquelle s'écoulait un gigantesque vortex jaune, plus vigoureux que le soleil. Décidément, ne pus-je m'empêcher une dernière fois de penser, ça ressemble de moins en moins à ce que l'on a écrit de l'agonie d'un homme. Le bec grand ouvert, le moineau s'approcha de moi et laissa couler sur mon corps étendu ce tourbillon jaune, tout de flammes ardentes et d'écume grondante, qui m'enveloppa pour toujours.